C'est Mohand. C'est Mohand. Alors toi aussi, tu as été séduit par cette initiative de l'Umm al-Shaml. Et tu es parti pour rencontrer des officiels algériens au sein d'un bureau qui relève du consulat d'Algérie. C'est ça. C'est exact. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu étais un ancien membre du MAC? C'est exact. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au sein de ce mouvement et comment toi aussi, tu as eu l'idée? Est-ce que c'est par effet de mimétisme, honnêtement? Est-ce que, Mohamed, parce que tu as vu Matoub, Nourdine et d'autres personnes sont rentrées, tout s'est bien passé, tu te dis, ah, pourquoi pas moi aussi j'ai une famille, moi aussi mon pays me manque, moi aussi l'exil est douloureux. Est-ce que c'est par mimétisme ou c'est par une profonde remise en cause pour se dire, non, comme dit Siad Taïeb, je préfère aller dialoguer avec ces autorités-là, avec ces adversaires-là, malgré la répression, je préfère les faire réfléchir et exploiter la moindre brèche pour essayer de défendre mes idées. Oui, alors bon, il y a plusieurs questions dans votre introduction, donc voilà, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Bon, il est très difficile d'abord de parler de soi-même. C'est compliqué. Je vais essayer de résumer ça le plus simplement possible. Le mouvement, je l'ai rejoint en 2013. Donc j'ai effectivement fait une carrière de militant de plusieurs années avant de prendre des responsabilités. Au niveau d'abord de la coordination de l'Île-de-France, Paris, la région parisienne, et ensuite au sein du gouvernement. Voilà, grosso modo. Et j'ai décidé de quitter donc, le MAC en 2020. Bon, différentes raisons ont d'abord conduit à cette démission. Il y avait déjà les horizons qui étaient fermés. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un problème au niveau même de la perspective d'un dialogue. On avait entendu qu'il y avait des initiatives de l'État qui ont contacté le MAC, les responsables du MAC, je ne sais pas qui, et que apparemment on n'avait pas la volonté de discuter. Mais si on ne discute pas, comment arriver à la solution? Donc il y avait déjà ce problème-là déjà qui s'est posé. Et autour de cette histoire-là, il y avait une opacité. Nous étions dans les responsabilités et on n'était pas informés de cela. Donc il n'y a pas déjà dans la direction et dans la gestion du mouvement lui-même, il y a un problème aussi au niveau de la gestion de ces questions-là. Donc il fallait à un moment donné voilà, prendre ces décisions et c'est ce que j'ai fait en 2020. Je ne vais pas m'étaler sur d'autres détails et je précise d'emblée que ce que je dis aujourd'hui et ma présence ici à Nijit Lana, pour des règlements de compte. D'ailleurs, je tiens à saluer tous les amis, tous les militants que je considère encore comme des frères, après tout, même si eux, ils sont en train de continuer le combat. Moi, j'ai choisi un autre chemin parce que je crois à d'autres initiatives. Et depuis 2020, je me suis astreint donc, comme on dit, à une obligation de réserve, donc je ne me suis pas exprimé. C'est un silence que j'ai observé du mieux possible depuis 2020 à ce jour. Et là, effectivement, depuis à peu près 2 années, on entend, effectivement, il y a des gens qui sont repartis, il y a des anciens responsables, l'ancien Premier ministre qui est reparti au pays, qui habite au Canada et qui est rentré, et d'autres personnes. Et donc j'ai entendu effectivement cela. En passant par le même processus. En passant, je ne connais pas les détails de leur cheminement, pour être honnête. Je ne connais pas ce détail-là, mais effectivement, j'ai entendu que, enfin, l'ancien Premier ministre l'avait dit publiquement. On parle du Premier ministre du gouvernement provisoire qui est affilié au MAC. Absolument. On n'en parle pas d'Ahmadou Yahya. Non, pas du tout. De l'ancien Premier ministre. Pas avoir de confusion. L'ancien Premier ministre du GPK, voilà, qui réside au Canada. Et qui avait dit que voilà, il ne faut pas avoir peur et que vous pouvez aller vous rendre aux représentations diplomatiques algériennes et vous allez avoir toutes les informations qu'il faut pour entamer un processus pour rentrer au pays. Donc moi, personnellement, j'ai hésité. Alors ça remonte quand même il y a 2 ans à peu près et j'ai hésité, donc il a fallu attendre 2024. Et l'été 2024, juillet 2024, j'ai décidé d'aller demander des informations. Et j'ai décidé aussi de me présenter devant les autorités pour savoir ce qu'il en est de ma situation. D'abord, être recherché, c'est certain. Parce qu'il y a un signe. Bon, je ne pouvais pas le savoir comme ça. J'ai un cousin, malheureusement, mon nom d'usage, c'est Mohand.
Mais réellement, sur les papiers, c'est Mohamed. Mais comme on m'a toujours appelé depuis petit Mohamed, j'ai gardé le même nom connu par mes amis, connu par tout le monde. Donc, j'ai un cousin qui a le même prénom. Il a fallu rester, enfin, il a été bloqué 3 mois au pays. À l'enterrement de sa mère, il est resté 3 mois. Parce qu'on l'a confondu On avec l'a toi. confondu. En fait, c'est son nom qui était mis dans le fichier central. Bien évidemment, il a été après par la suite blanchi. Et c'est là que, finalement, moi, on a mis mon nom à sa place. Donc, je suis recherché. Je n'ai pas eu vent d'une condamnation quelconque. Donc, j'ai décidé tout simplement d'aller me présenter devant les autorités, d'abord de police, enfin d'ambassade, et puis éventuellement au pays de police et de justice, pour répondre éventuellement d'une quelconque accusation ou d'une quelconque condamnation. Donc là, j'ai pris la décision. Je n'ai pas encore été. Mais je suis en train de me préparer pour y aller. J'ai entièrement confiance en ce processus. D'où vient cette confiance, justement? D'où vient cette confiance alors qu'on a en face... Voilà, non, mais Oui. franchement, comment on peut avoir confiance alors que sur place, il y a encore des prisonniers politiques, Bien il y a des évidemment. gens qui sont bloqués, il y Bien a des gens qui sont évidemment. encore condamnés à voir à la peine capitale, Je veux dire, etc. Comment... pourquoi j'ai confiance? Il faut d'abord quand même regarder un peu l'histoire aussi, Tani, parce qu'il ne faut pas regarder uniquement le présent. Si on regarde la révolution algérienne, il y avait des prisonniers. Ben Bella, il est sorti le 19 mars. Et pourtant la délégation du FLN avait négocié depuis 1961. Et ça n'a pas bloqué les négociations. Donc on ne va pas se saisir du problème des prisonniers politiques ou des problèmes de dépassement, si vous voulez. Il y a toujours des dépassements dans ce type de situation. Il faut savoir que l'Algérie, quand même, elle est visée de partout. Voilà. Elle est visée de partout. Nous sommes les premiers à payer, d'ailleurs si on parle de la Kabylie, nous sommes les premiers à payer les conséquences, par exemple, d'une balkanisation du pays. Honnêtement. On est les premiers à payer une balkanisation du pays. C'est un vrai danger quand on parle de balkanisation, on parle d'un scénario de division. De division, d'éclatement. Comment tu as eu cette conviction qu'on est menacé par un scénario de balkanisation? Oui, on est menacé parce qu'on voit bien que quand même, depuis 62 à maintenant, il y a des signes déjà de clans, de fragilité du système, un clan qui se lève et qui prend la place de l'autre, et ainsi de suite. On a vu cela, Bella qui se fait renverser par Boumediene, ensuite Boumediene et ainsi de suite. Bon, on a vu le cheminement, comment il s'était passé. Donc, aujourd'hui, il y a des signes vraiment de menace de l'intégrité du pays. Pas seulement l'intégrité, disons, le séparatisme de la Kabylie. Hein. Il y a l'effondrement même de l'État. Hein. Et on peut être... J'ai acquis la conviction après l'expérience, après réflexion. Pendant 5 ans, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai regardé la situation, j'ai analysé la situation à mon niveau. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai acquis la conviction. يعني عندي قناعة اللي la situation est grave et que l'Algérie, elle est menacée de partout et elle est ciblée de partout. Et malheureusement, nous sommes un objet comment dirais-je, un objet de chantage quelque part. On est devenu un objet de chantage, un objet de manipulation. Nous, c'est la Kabylie, c'est-à-dire, ou nous, c'est les... Je parle de la Kabylie, évidemment. Justement, moi, j'ai un constat. Oui. Une question d'ailleurs que je voudrais poser pour vous tous les trois. Ouais. À vous entendre parler tous les trois, j'ai l'impression que le MAC a quand même demandé la séparation. C'est-à-dire quand on parle de menace contre l'intégrité, le premier qui remet en cause l'intégrité, c'est le MAC. J'ai l'impression que vous n'avez pas jamais été convaincu par l'indépendance de la Kabylie. Au fond de vous, tel que quand je vous écoute, comment je vous vois, j'ai l'impression que vous avez milité pour une toute autre cause. Et que vous vous êtes retrouvé coincé dans ce mouvement qui a viré vers autre chose. Est-ce que je me trompe ou vous avez été dépassé par les vrai dans cela. Ouais. Il y a un peu de vrai dans cela. Parce que si on regarde même le fonctionnement des structures du MAC depuis son histoire, il y avait plusieurs étapes qui étaient franchies et elles n'ont pas été franchies de façon démocratique. Dès le départ. Et puis quand on est dedans, parfois, soit on décide de claquer la porte, ou soit parfois on est pris dans l'engrenage aussi de la continuité. Parce qu'on est un peu on se dit, après tout, on n'est pas là pour plaisanter, quoi. On est là pour un combat sérieux. Donc à un moment donné, on est pris un peu dans la vague, mais réellement l'autodétermination. Si on regarde par exemple, avant 2016, avant la crise de 2016,
il y a eu quand même l'autodétermination. Le président du MAC de l'époque, M. Etchebi, Est-ce qu'on peut juste rappeler à nos téléspectatrices qu'est-ce que c'est que la crise de 2016? Parce que tout le monde n'est pas fin connaisseur de l'histoire du mouvement du MAC. Ah oui, vous avez tout à fait raison, et ça, il faudra le préciser. Voilà, brièvement, juste pour... Moi-même, à cette époque-là, j'étais, évidemment, ça faisait quand même 3 années que j'étais quand même dans le mouvement. Bon, on ne maîtrisait pas tous les rouages, mais pour résumer, c'est qu'en 2016, il y a eu une étape de franchie. On était passé de l'autodétermination, qui faisait donc la porte ouverte à toutes les options possibles. On pouvait aller vers l'autonomie, vers le fédéralisme, ou bien vers l'indépendance. Ce sont les options possibles. Ce n'est pas uniquement oui ou non pour l'indépendance, non. Mais 2016, la feuille de route de 2016 a clairement mis fin à toutes les options, sauf celle de l'indépendance. Et ça a été mis fin... on a mis fin au bicéphalisme. Le MAC avait le président du parti et vous avez la présidence du GPK. Et donc, comme il y avait 2 têtes, il fallait donc mettre fin à ces 2 têtes-là et rassembler le pouvoir en une seule tête. On a mis fin au bicéphalisme pour passer donc à une seule tête, à un seul responsable. Et là, on a clarifié, on a sauté le pas de manière... moi, je ne pense pas que le Congrès avait validé cela. Hein. C'est une décision presque unilatérale de passer à l'indépendance. Évidemment, on était là, et on était dedans, on a suivi dans le mouvement. Toi, personnellement, tu étais opposé à cette option d'indépendance de la Kabylie? Oui, au fond de moi-même, oui, je pensais quand même que l'option d'un choix démocratique était quand même la meilleure. Et ne pas décider de manière arbitraire pour une seule option directement. Pour revenir à aujourd'hui, comment c'était ta première rencontre avec les autorités algériennes dans les locaux diplomatiques? Tu es parti, tu leur as exposé, tu t'es manifesté comme tu as dit, tu as demandé, etc. Donc tu savais que tu étais recherché. On t'a dit quoi? On t'a accueilli comment? Et comment s'est passé le dialogue? Comme on l'a dit, c'est Taïb tout à l'heure. Oui, juste avant de répondre à cette question, je voudrais quand même préciser que si je dis ces témoignages-là par rapport au parcours et par rapport à toutes ces étapes-là franchies, ce n'est pas pour polémiquer, hein, pour ainsi dire. Ça, on laissera pour les historiens de faire après le travail par la suite sur toutes ces questions-là. Voilà, moi j'apporte mon témoignage. Il vaut ce qu'il vaut. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être d'autres opinions. Mais pour répondre à la question, j'ai été reçu au consulat de manière très respectueuse. J'étais en confiance totale. J'étais bien installé. On m'a évidemment interrogé sur mon objet, d'abord l'objet de ma visite. J'ai expliqué que je voudrais rentrer au pays. Je voudrais d'abord savoir quelle était ma situation juridique par rapport au pays judiciaire, hein, si je suis recherché. Est-ce que je dois répondre... comment faire pour répondre à la justice, d'abord? On m'a dit, d'accord. D'abord, on m'interroge. Quel était mon parcours? Quelles étaient mes fonctions? J'ai répondu de la manière la plus transparente. Et ce n'est pas caché, ce n'est pas des choses cachées. Hein. On va sur le site de la NAVAV du GPK, on a toutes les informations possibles, tous les gouvernements, tous les responsables, avec les noms, et ainsi. Il y a des pseudos, évidemment, mais moi, c'est mon vrai nom, hein, en fin de compte. Donc, tout ça, on a accès sur les sites même de la NAVAV qui sont pas verrouillés. C'est des informations open source, c'est pas des informations confidentielles. Voilà, publiques, absolument publiques. Donc, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Voilà mes fonctions, mon parcours, il est comme ça. J'ai quitté en 2020 le MAC, et là, aujourd'hui, j'ai envie de répondre de mes actes, si tel était le cas, face à la justice. Donc j'ai décidé de rentrer au pays. Et j'ai fait donc la démarche le mois de juillet, donc 2024. On est en 2025 quand même, bientôt le mois de juillet, hein, c'est proche. Je n'ai pas encore été au pays. Et pourquoi? Parce que ma situation personnelle, professionnelle, vraiment personnelle, ne m'a pas permis. Tout simplement. Donc j'ai planifié mon départ dans les semaines et les mois à venir. Et tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur, absolument pas. Absolument pas. Un quelconque retournement de situation ou un coup bas. Maintenant, oui. Évidemment, la garantie à 100% n'existe pas. Il y a des risques, évidemment. Moi, personnellement, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Partir, si je dois payer de quoi que ce soit. Je n'ai pas volé, je n'ai pas agressé, je n'ai pas tué. J'avais des opinions politiques. Est-ce que tu as signé ce fameux document dont nous a parlé? J'ai signé un document, effectivement. Et qu'est-ce qu'il dit ce document? Alors, le document... Parce que France 2 a semé le trouble en parlant de collaboration avec les services secrets algériens. C'est simple. Le document, j'ai lu les premières lignes. J'ai pas lu c'est une feuille A4 avec un texte complet. J'ai pas de copie. Hein. On ne prend pas de copie.
Voilà, j'ai pas eu de copie. J'ai signé un document, j'ai lu les premières lignes. C'est un désengagement d'abord de l'atteinte à la sûreté de l'État, à la garantie, enfin l'intégrité territoriale du pays. Hein. Voilà. Ça c'est la première chose déjà. Mais celui qui va dire que, par exemple, mettre fin à toute activité politique, c'est faux. Non. Il y a... On ne vous a pas demandé Ah d'arrêter non, pas de du tuer. tout, Non. pas du tout. Pour le Alors Mac, oui. il y a évidemment, Autre chose, non. il y a la liberté totale voilà, d'exercer des activités politiques dans un cadre national, Exact. clairement. On peut créer des associations, on peut créer des partis, on peut intégrer des partis existants, mais dans un cadre national. Ça, ce n'est pas interdit. C'est ce qui est, on va dire, criminalisé. Globalement, on vous demande de laisser tomber le MAC et de vous éloigner du MAC. Tout à fait, de nous éloigner de l'option d'indépendance ou de l'option séparatiste. Qui est défendu par le MAC. Absolument. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas non plus cacher le soleil avec le tamis. Hein. Donc ça, c'est clair et net. Et donc, à vrai dire, moi, quand j'ai vu, en fait, comme j'ai dit, on est dans une impasse pratiquement où il y a des tentatives de l'État d'approcher les éléments, enfin les responsables du MAC pour négocier, pour dialoguer. Négocier, peut-être dialoguer déjà, et qu'il y a un refus de dialogue et on pose des conditions, c'est ça ou rien. Et là, je pense qu'il y a une mauvaise foi, il y a une mauvaise volonté. Alors, c'est Mohamed, là, tu nous dis, Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai oui. reçu un invité, effectivement, Hamid Siyad, Oui. qui a fait un livre qui m'a raconté qu'à l'époque du général Mahfoud, il lui a demandé de rentrer en contact avec Farhat Mahani pour négocier, pour l'inviter à négocier avec le régime algérien. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est vrai? Là, c'est Taïeb. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y avait est-ce que la direction du MAC aurait pu négocier? C'est un point important. Est-ce que la direction du MAC avait été invitée directement ou indirectement à négocier et elle l'aurait refusé? Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a quand même une certaine opacité. Il y a des choses que nous, simples militants ou simples responsables, on ne savait pas. Maintenant, je vais revenir à quelque chose qui, à mon sens, à mes yeux en tout cas, est important. Pourquoi en est-on arrivé jusqu'à cette situation? J'ai toujours tendance à dire, avant de parler du mal, il faut peut-être essayer de voir ses racines. Qu'est-ce qui a amené des gens un jour à dire, voilà, je suis autonomiste, je suis fédéraliste, je suis indépendantiste et autres. N'oublions pas une chose, que je leur avais dite à ces autorités, en face. Et quand j'ai été arrêté là-bas, en 2018, il y avait un haut responsable des services qui m'a dit « Pourquoi vous voulez diviser le pays ?» J'ai dit « Parlons-en. » Je vais vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés au commissariat central de Vgaïd. Qu'est-ce que je lui dis? Je dis « Écoutez, depuis 1962 à ce jour, c'est qui a enclavé la Kabylie? C'est nous qui l'avons enclavé? C'est qui a discriminé la Kabylie? Vous voulez qu'on raconte un petit peu, qu'on fasse un tout petit tour de table concernant les discriminations que nous avons subies, alors que l'histoire, elle est récente, l'histoire contemporaine. Parce qu'ils m'ont dit, votre père est mort pour l'Algérie. J'ai dit, certes, mais vous oubliez une chose, c'est que mon père et ses compagnons, ceux qui sont morts, ils sont morts avant tout pour notre liberté et notre dignité. Et le reste, ça vient derrière, ça vient après. Il y a la nation, certes, faisons-la, construisons-la, la nation. Alors je dis, écoutez bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer, ça je leur dis en face, aux hautes autorités, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut assassiner 128 gamins qui manifestent leur mécontentement, leur rage contre l'injustice qu'ils subissent, contre la malvie qu'ils mènent, avec des balles explosives, tenez-vous bien, qui sont interdites par les conventions de Genève, même en temps de guerre. Alors, qui c'est qui pousse au séparatisme? Comment vous pouvez
expliquer, je leur ai dit, expliquez-moi, comment se fait-il qu'aucun gendarme n'a été entendu par la justice? Donc, Après, on pourra vous répondre, c'était le précédent régime. C'est Oui, pas oui. le régime actuel. oui, On pourra vous dire que Oui, tout à fait, à la mais- décharge, même si M. Tout à Abdelmajid fait. Tebboune était anciennement ministre de Bouteflika, mais on va non, dire non, que... en voilà, 2018, c'était encore eux qui étaient aux manettes du pouvoir. Passons. Mais donc, cet enclavement de la Kabylie, c'est depuis 62, avec l'histoire du FFS et tout le reste. Bon, bien nous en a pris, parce que nous avons une histoire. Dis-nous, Taïeb, si par exemple cette initiative marche et que tous les opposants ou tous les activistes pourraient rentrer en Algérie pour lancer enfin un dialogue, est-ce que ça pourrait mettre fin à toutes ces frustrations Tout à et ces fait. racines du mal? Tout à fait. Justement, pour attaquer le mal à la racine, parce que nous, tu as dû remarquer, à chaque fois, on s'attaque au mal, mais jamais à la racine du mal. C'est ça qui nous fait, Alors- si j'ose dire, mal. Alors justement, puisqu'on parle de cela, de ces racines du mal, c'est Matoub, toi qui étais déjà en Algérie, pourquoi vous ne leur avez pas dit à ces gens-là qui étaient vos interlocuteurs, vous a avez fait une initiative de discuté. rassemblement, dire une amnistie, dire qu'il y a la réconciliation nationale, Voilà. la concorde civile, pourquoi ce dispositif est resté informel, Indirect. de la bouche à oreille? Voilà, ils ne le font pas publiquement. Nous voulons tourner la page. Comme nous avons tourné la page de la décennie noire, on veut tourner la page de la répression et de la persécution. On libère les prisonniers politiques et on appelle les opposants à l'étranger à rentrer chez eux. L'Arabie Saoudite vient de le faire. L'Arabie Saoudite, la semaine dernière, a lancé un appel, a dit toutes celles et ceux qui n'ont pas tué et qui n'ont pas volé doivent rentrer au pays, sont les bienvenus. Bah, Pourquoi on ne fait pas une amnistie directe? Elle a l'initiative, le machim qadet informel. Bah, c'est pour ça qu'on a accepté ton invitation. On va profiter de dire ça. On demande au président, au gouvernement algérien, à notre pays, de faire une amnistie pour tout le monde, intérieur, extérieur, et les gens qui sont dans la prison, les gens qui n'ont rien fait. Voilà, on demande ça. On vous demande, Monsieur le Président, l'amnistie pour tout le monde. Voilà, je vous le demande parce que il y a des mères qui souffrent. En conclusion, parce qu'on est obligé de conclure, même si le sujet est très vaste et passionnant, mais je pense qu'on fera un deuxième ou un troisième épisode, pourquoi pas. C'est Matoub, avant d'aller vers toi, Mohamed. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens militants membres du MAC qui ont intégré cette initiative de rassemblement, ils ont pu repartir au pays sans aucune crainte? Et vraiment, pour celles et ceux qui sont tous repartis, personne n'a été victime d'une vengeance ou d'un retournement de situation. Clairement, Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne. Jusqu'à aujourd'hui. Mais de toute façon, ça a été commencé en 2019 ou je crois 2022, les Rassins, 2022. Non, 2020 déjà, ils ont commencé parce qu'ils m'ont parlé. Il y a des gens qui sont rentrés au bled. J'ai un ami, il m'a dit, vous êtes en retard. Il y a des gens déjà qui sont rentrés de Marseille, de Lyon. Déjà, des gens du MAC. Ils sont nombreux, les gens du MAC, les anciens du MAC qui sont rentrés. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Mohamed, réellement? Ils sont beaucoup, on peut les estimer, c'est quoi? Quelques dizaines, quelques centaines? Ce que vient de dire mon ami Kamel, c'est que ceux qui sont rentrés avant n'étaient pas concernés par la loi de 2021. Ouais, voilà, Le exact. 87 bis. Donc il y a déjà quand même la rétroactivité de la loi. Hein. Donc ceux qui sont rentrés à l'époque déjà, bon, ils n'étaient pas concernés. Voilà. Ils n'étaient pas considérés comme membres d'un mouvement terroriste. Voilà, absolument. Voilà, donc absolument. le cadre était beaucoup plus serein pour eux. Plus serein. Hein. Ce qui est, par exemple, là, on ne peut pas les estimer effectivement, mais bon, ça fait son chemin. Ce qui est regrettable, c'est l'initiative المبادرة هذه نتاع الحكومة, c'est que elle est encore officieuse. مش يعني حاجة رسمية. Donc ça devrait revêtir un caractère officiel. Soit une loi, un décret présidentiel d'une amnistie, ou soit un projet de loi qui va passer devant les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, hein, et de façon à valider donc مشروع قانوني qui va
effectivement faire une amnistie générale et faire une réconciliation nationale. Et aller vers, moi ce que j'appellerais, comme il parle de territoire, moi je parlerai beaucoup plus loin, j'irai beaucoup plus loin, c'est de parler de Deuxième République. C'est-à-dire que l'Algérie de demain ne doit pas ressembler à l'Algérie depuis... D'hier ou d'aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que le système jacobin, c'est le pire ennemi pour un territoire aussi vaste qu'un continent. Hein, on est 45 millions, il y a des régions, chacune sa spécificité géographique, culturelle et linguistique. Donc c'est la nouvelle étape. Hein, la nouvelle étape. Moi, j'ai entièrement confiance, et si on doit conclure par une note d'espoir, c'est que moi, j'espère que les autorités du pays vont prendre des mesures, ou en tout cas donner des signes d'apaisement. Isharat, yani tahdi'at al-wad', d'apaisement pour voilà, mettre les gens en confiance, de façon à dire que finalement, vous pouvez toujours critiquer les autorités, le pouvoir exécutif, sans avoir des risques au pays, sans toucher aux valeurs fondamentales du pays. Donc l'intégrité territoriale, on peut la considérer comme sacrée. Il y a plus de 5000 ethnies dans le monde. On ne va pas balkaniser le monde entier pour faire 5000 États. C'est complètement impossible. Il y a énormément d'États qui ont plusieurs ethnies qui vivent en harmonie. Simplement, il faut trouver le cadre. Il faut trouver le moyen pour faire cohabiter tout le monde dans un cadre pacifié, dans un cadre serein. Eh ben, c'est une belle note d'espoir Voilà. sur laquelle nous allons finir. Merci beaucoup, Sey Taïeb, d'avoir participé dans ce débat passionnant. Merci beaucoup, Sey Mohand. Merci beaucoup, Khoya Ma'toub. Merci à Nourdine l'Arabe qui nous a quittés, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous. Voilà, je vais lire avec attention ce livre qui m'a été offert par Sey Taïeb Abdelli. Je vous remercie beaucoup. Bon, cette émission avait pour objectif de raconter des témoignages. Nous n'avons pas de parti pris, nous privilégions aucun camp, aucun clan. Ce que nous défendons, c'est juste la vérité, rien que la vérité. Voilà, il y avait une polémique qui a été enclenchée par l'enquête et le reportage de France 2. Notre devoir était d'en savoir un peu plus, de donner la parole à d'autres personnes, d'avoir un autre son de cloche pour connaître les tenants, les aboutissants de ce processus. Et vous avez bien remarqué sur ce plateau, dans cette émission, il y a eu des parcours différents, et des témoignages différents, des attentes différentes et des revendications communes, certes, mais avec des modes d'expression différents. Ça fait partie de cette pluralité que nous aimons tant, et ça fait partie de cette force qui fait la gloire et le bonheur de cette Algérie, que nous défendons nous aussi. Comme ça, avec grand plaisir, c'est Mohand, pour conclure. Comme on est quand même au mois sacré de Ramadan, Shahr Mubarak Muqaddas, c'est vraiment essayer d'espérer que pour les fêtes à venir, l'Aïd al-Sghir ou l'Aïd al-Kbir, il y ait des mesures de détente de la part des autorités pour soulager les familles. Absolument. Voilà. À l'égard des prisonniers et pour leurs familles aussi. Voilà. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Bon, moi, cette initiative de rassemblement, je ne peux que l'applaudir, bien sûr. Qu'il y ait un dialogue, comme a dit Sey Taïeb, qu'il y ait une volonté d'ouverture d'esprit, c'est bien. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier les gens de l'intérieur du pays qui sont en prison. Libérons les prisonniers politiques, dialoguons aussi avec eux, retrouvons cette Algérie paisible et sereine qui nous manque tant. Franchement, ne croyez pas que l'exil est un bonheur, c'est une douleur atroce. Et c'est une douleur encore plus atroce quand on voit que notre pays sombre dans certaines pratiques dictatoriales. Oui, Sey Taïeb, mais c'est vraiment le dernier mot parce qu'on doit vraiment conclure. Un dernier mot, non, pour ce qu'on a dit. Ce que je peux éventuellement lancer comme idée aux autorités, bien sûr, à l'exécutif surtout, c'est déjà, commencer par l'abrogation de l'article 87 bis. Ça, déjà, il va y avoir un apaisement. Je te propose de revenir dans un deuxième épisode. Ce sera avec plaisir. On va développer toutes ces idées. Mes amis, c'est très difficile de terminer un débat parce que, pour une raison simple, il n'y a pas beaucoup d'espace de liberté d'expression et c'est très difficile de tout dire dans un seul numéro. Mais je vous promets, Sey Taïeb, la semaine prochaine, on se retrouvera cette fois-ci pour parler de tout ce qu'on peut faire pour enfin pour se rassembler de façon sérieuse et pérenne et durable. Allez, à la semaine prochaine.